Donc après avoir traité de l'époque de Saint-Louis, nous sommes passés au XVIIe siècle, nous sommes passés à l'époque des réformes franciscaines que sont les réformes des Récollets et celles des Capucins. Je vous ai montré l'importance de ces Récollets. Je vous remontre la carte des couvents. Il y avait l'ermitage du Saint-Hénard qui se situe dans la région de Grenoble. Dans un instant, je vais vous faire voir le couvent de Cibourg, qui vient tout juste qui est intact aujourd'hui et qui vient tout juste d'être restauré. Je vous le montre parce que je trouve qu'il est intéressant, là encore, sur Cibourg, le couvent de Cibourg qui existe toujours et qui vient d'être restauré. C'est un couvent qui a été installé sur une presqu'île entre deux villes qui se disputaient, qui se faisaient la guerre. Cibourg d'un côté et Saint-Jean-de-Luz de l'autre côté. Et pour que les villes ne se fassent plus la guerre, on a établi un couvent de frères au milieu. Ça fait encore partie de la vocation des frères dans la société française, et peut-être même ailleurs, de permettre la paix. Quand il y a la guerre entre deux communautés, eh bien, au milieu, on établit des frères. 지금 그림에 보이는 수도원은 바스크 지방, 프랑스 서남쪽에 사실 스페인 경계선과 가까운 곳에 있는 시부르시 프란시스코의 수도원입니다. 그리고 최근에 와서 이거는 또다시 다 갱신해서 사람들이 방문할 수 있게 시설을 다 만들었습니다. 도시에서 평화주의자의 역할을 했었대요. 두 가지 도시가 있었는데 작은 섬에 대한 다툼이 있었어요. 우리 거다. 손톱도 생각이 또 떠오르잖아요. 지금 이게 일본에서 우리 거다, 한국에서 우리 거다라고. 그래서 시부르 근처에서 어떤 섬에 섬에 대한 다툼이 있었습니다. 근데 프란시스코의 수사님들이 와서 이게 수도원을 섬에서 만들었고요. 그리고 그때부터 합의를 이루었어요. 그리고 오늘날에 이르기까지 사람들이 작은 수사들 때문에 우리가 평화의 길을 찾아낼 수 있었다라고 인정하고 있습니다. Dans ce couvent de Cibourg, on a retrouvé inscrit sur un mur un passage de la règle de 1223. C'est pour ça que, comme vous célébrez en particulier cette règle au cours de cette session, je vous ai montré la photo, vous voyez, de ce passage de la règle, le chapitre 6. Chaque fois que les frères se rencontrent, partout où ils se rencontrent, qu'ils se montrent de la même communauté, de la même famille entre eux, quoi. Et bien ça, cette fresque se trouve dans le couvent de Cibourg. Ou qu'ils se rencontrent dans le monde. Dans le monde, voilà, tout à fait, oui. 시부르의 수도원 벽에 무엇이 적혀 있냐면, vous dites c'est de quand ça? 1223년, 17세기에 수도원 벽에 글을 썼습니다. 내용이 뭐냐면 1223년에 회칙의 제6정의 일부입니다. 인용문입니다. 내용이 뭐냐면 작은 수사들이 어디서 서로를 만나든지 간에 똑같은 가족, 형제 자매님들처럼 행동하도록 노력해야 할 것이다 라고 해요. 세계에서 어디서 만났는지 간에 우리가 가족이다라는 정신으로 서로를 사귀고 만나야 한다고 얘기를 합니다. Alors maintenant, passons à l'autre réforme, celle donc des Capucins. Le mot récollet donnait à réfléchir sur le recueillement. Là, pour les Capucins, c'est autre chose. C'est simplement la forme du capuchon, qui est très pointue, qui a donné ce nom de Capucin. C'est des religieux qui arrivent en France en 1574 et qui s'installent
d'abord à Paris, et qui vont vite, là encore, se répandre dans tout le royaume. À la Révolution, les Capucins comptent environ 3800 religieux, répartis en 424 couvents et 14 provinces. Donc, vous voyez, ce chiffre, 3800 religieux, 424 couvents, 14 provinces, d'une certaine manière, je n'ai pas fait les comptes, mais on peut au moins le multiplier par 3, puisqu'il y a autant de couvents à peu près de Récollets, et puis autant de couvents de Cordeliers. Ça vous donne le nombre de, grosso modo, de couvents et de frères au moment de la Révolution en France. Ça vous donne une idée de ce maillage, de ce quadrillage conventuel de la France, franciscaine. Et ça dépasse de beaucoup les autres ordres religieux. Alors ça ne se voit pas beaucoup parce qu'ils portent des noms différents, mais tout ça, c'est la famille franciscaine présente en France. 리콜레 개혁에 대해서 말씀드리고 난 다음에 이제 카푸친의 개혁에 대해서 말씀드리겠습니다. 카푸친이라고 그러면 이 카푸치노와 전혀 무관하고요. 카푸친이라는 거는 후드의 뜻이에요. 그래서 수도목과 이어지는 후드가 있었고 그리고 뾰족하게 만들어진 것이었기 때문에 사람들이 카푸센이라고 이름을 붙이기 시작했습니다. 그리고 vous dites que c'est quand qu'ils étaient aussi nombreux que ça à l'époque là? À la fin du XVIIIe siècle. Enfin. 18세기경에 카푸친 수도자들이 3,800명. 이 다음에 수도원은 424개였지. 이 다음에 광구는 14개였다고. 그래서 지금 교수님께서 말씀하시는 거는 이거는 셋으로 곱하셔야 한다고 말씀하셔요. 레콜레, 코르델리에, 카푸신. 그러면 이게 상당히 많은 사람들이 된다는 얘기예요. 이게 겉으로는 이름이 다르기 때문에 레콜레는 레콜레고, 카푸신은 카푸신이고, 코르델리에는 코르델리에고. 근데 이거는 하나의 프란시스코의 가족이었습니다. 그래서 그만큼 퍼져 있었다는 거죠. 그만큼 영향력이 보통이 아니었다는 의미입니다. Au XVIIe siècle, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, les Capucins jouissent d'une très grande popularité, d'abord auprès du peuple, mais aussi des élites. Cette popularité s'explique sans doute par la bonhomie et la simplicité des frères dans les relations humaines, mais aussi par les services qu'ils ont rendus non seulement à l'Église, mais à la société tout entière. Et en ce sens, nous allons le voir, ils ont exercé une certaine influence sur la société française. La bonhomie, vous comprenez à peu près ce que ça veut dire, le rapport très direct. Ils sont très simples. Très simple, ouais. Pas compliqué. Oui, c'est sûr. 네, 카푸친 영재들의 특징은 소박함, 접근하기 굉장히 편안한 사람, 이게 보통 사람처럼 행동했었기 때문에 곶대가 높지는 않았었습니다. 목에 힘을 전혀 주지는 않았었다는 거죠. 누구나 편안하게 사귈 수 있는 사람으로서 특징이 되었습니다. Je l'ai bien traduit. Alors, le premier point qui a frappé les populations, c'est la manière dont les Capucins se sont investis pour soigner les pestiférés. En Occident, du Moyen-Âge jusqu'au premier quart du XVIIIe siècle, jusqu'en... La dernière peste a lieu en 1720 à Marseille, une grande peste. Les épidémies de peste sont particulièrement nombreuses et meurtrières. En général, lorsque surgit la maladie dans une ville, beaucoup cherchent à s'enfuir, notamment les personnes les plus riches et souvent, malheureusement, le clergé. Or, les Capucins vont se faire remarquer par une attitude très différente. Tout au long de leur histoire, ils se sont systématiquement portés volontaires pour, suivant l'expression, s'exposer à la peste, c'est-à-dire pour soigner, tant sur le plan du corps que de l'âme, ceux qui étaient atteints par cette terrible épidémie.
카푸신의 그 작은 수사님들의 그 특징이 무엇이었냐면 패스트 환자들을 돌봐주는 것이었습니다. 패스트는 중세기에서부터 18세기 그 전반기까지 그 지대한 그 나쁜 영향을 끼쳤습니다. 어떤 도시 안에서 그 패스트가 나타났을 때 귀족들, 엘리트들 그리고 불행히도 성직자들이 도망치곤 했었지만은 카푸친들은 우리는 최전선에 나가서 패스트 환자들을 돌봐줘야 한다는 의무감이 굉장히 강했었고, 그리고 자기 자신을 보호해야 한다고 생각하기보다는 자신을 다니는 데까지 노출하면서 보호하고자 하는 정신 전혀 없이 패스트 환자들을 잘 돌봐주었습니다. Un chroniqueur rapporte l'attitude des Capucins donc face aux pestiférés. Ils visitent soigneusement les malades, ils font leur lit, ils leur donnent leur nourriture, leur font tous les services et sans appréhension aucune, sans peur. Ils touchent leur corps lorsque c'est nécessaire, parce que la charité, qui cherche moins ses intérêts que ceux de Jésus-Christ, les rend intrépides dans les occasions les plus apparentes de la mort. C'est une loi gardée fort inviolablement entre eux de ne point fuir et de ne pas avoir en horreur les morts, mais d'une charité chrétienne et fraternelle, chercher les mourants, leur fermer la bouche et les yeux, les ensevelir, les accommoder proprement, les porter sur leurs épaules et rendre à tous les devoirs de la sépulture. 그래서 패스트 환자들을 부지런히 방문하고 그 침구를 관리해주고 먹여주고 그 몸을 닦아줘야 한다면 거부감 없이 닦아줘야 하고, 그다음에 죽음 앞에서 도망치지 말아야 하는 거는 철칙이었대요. 그다음에 시신은 제대로 매장해 줘야 한다고. 시신을 닦고 수위로 싸고, 그다음에 묘지까지 운반하고 땅을 파서, 그리고 사람답게 세상을 떠날 수 있게 끝까지 도와줘야 한다는 것은 방금 말씀드린 대로 그분들의 생활 방식의 핵심이었습니다. Les Capucins ont expliqué pourquoi, justement, ils se sont si souvent consacrés à ce ministère aussi dangereux, parce qu'il est évident que vous aviez beaucoup de jeunes frères qui partaient servir les pestiférés et qui mouraient. Ici, je vous ai mis la notice nécrologique d'un tout jeune frère, vous voyez, il s'appelle Jacques de Provence, et il n'était pas encore prêtre, il avait 3 ans de religion, il avait peut-être fait profession depuis 3 ans, et il va mourir en sauvant les pestiférés de la ville de Paris en 1580. Donc beaucoup de jeunes frères partaient d'une certaine manière à la mort en allant s'occuper des pestiférés. Alors les Capucins ont expliqué pourquoi ils se sont occupés des pestiférés. C'est véritablement pour suivre l'exemple de François. 그러면 왜 그렇게 했었을까? 이게 면역이 강했었기 때문에 죽지 않았었다라고 생각하지 마세요. 많이 죽었습니다. 지금 방금 볼 수 있는 내용은 1580년도에 프로벤스 지방의 야코보의 미문입니다. 파리에 있는 패스트 환자들을 돌봐주다가 세상을 떠난 젊은 수사님이었고, 그리고 수도 생활을 3년 정도밖에 못했었습니다. 그래서 많이 죽었습니다. 그래서 죽음을 각오하고 사도직을 맡고 있었습니다.
그러면 왜 그렇게까지 했었는지 여쭤봤을 때 대답은 아시시 프란시스코 그 성인처럼 하기 위해서라고 대답하곤 했었습니다. Alors, les frères, pour mieux ancrer ce service des pestiférés dans leur vie, ils ont eu le courage, l'audace d'inscrire cette consigne dans leur toute première constitution, les constitutions de Sainte Euphémie de 1536. Hein, je cite, « Ceux qui ne sont point retenus sur cette terre par des liens d'amour trouveront doux, juste et souhaitable de mourir pour celui qui est mort pour eux sur la croix. Les frères iront rendre service en temps de peste, selon les instructions de leur vicaire. » C'est-à-dire que ce service des pestiférés, les frères capucins vont l'inscrire dans leur première constitution. Et ça va beaucoup marquer les frères capucins qui vont, chaque fois qu'il y aura la peste, se dévouer pour les pestiférés. 네, 이 봉사해야만 하는 정신이 그 첫 번째 그 회원인 그 사inte Euphémie 회원의 1536년도에 만들어낸 그 회원 안에 분명히 적혀 있습니다. 그 패스트 환자가 생기자마자 우리가 재전선에 가서 봉사해야만 하는 정신이에요. Donc les capucins vont être tour à tour infirmiers, brancardiers, confesseurs, prédicateurs, fossoyeurs, pharmaciens, médecins ou même notaires pour aider les mourants à rédiger leur testament. Hein, les capucins ont cherché donc par tous les moyens à mettre en application cette consigne inscrite dans les constitutions de Sainte Euphémie. Et ça va vraiment les rendre extrêmement populaires, ces frères qui vont au-devant de la mort pour soigner les pestiférés. 네, 카푸친 그 형제들은 그 간호사, 들것 운반자, 고해사제, 설교자, 무덤 파는 그 인부, 약사, 의사, 심지어 임종자의 유언장 그 작성을 돕기 위한 공증인의 역할까지 하면서 모든 수단을 다 동원해 생태 뱀이 회원의 새겨진 지침을 이해하기 위해 애썼습니다. Certains ne se sont pas contentés de s'occuper eux-mêmes des malades, de soigner les pestiférés, mais ils ont plus largement cherché à rendre service aux médecins et aux municipalités confrontées à la maladie. Ici, je vous ai mis le titre d'un ouvrage de Maurice de Toulon, qui est un capucin du XVIIe siècle, du sud de la France. Maurice de Toulon, c'est quelqu'un qui a lui-même affronté très souvent la maladie, mais il a fini par en écrire un livre dans lequel il donne des conseils aux municipalités, aux médecins, hein, et il donne des conseils qu'on a retrouvés pendant l'épidémie de la Covid-19, c'est-à-dire de faire du confinement, par exemple, le fait de ne plus célébrer la messe dans les églises, mais célébrer la messe dans des rues pour que les malades continuent à avoir l'Eucharistie, mais ne pas célébrer la messe dans les églises. Donc, il y a tout un savoir que le frère Maurice de Toulon va faire passer dans son ouvrage. Maurice de Toulon이란 그 까푸신 그 수도자가 책자를 만들었는데 그 자기 경험과 체험에 그 입각해서 의지하면서 어떻게 패스트가 터지기 시작한다면 어떻게 해야 하는지 그 의사들한테도 그 시청에서 일하는 사람들한테도 그리고 교회 그 책임 담당자들한테도
알려주었습니다. 그리고 코비드-19 때 우리가 뭐 어떻게 행동해야 하는지 배웠잖아요. 뭐 자가격리, 뭐 미사를 더 이상 성당에서 하지 않고 이게 뭐 줌으로 뭐 그럼 비슷한 지침이 다 나오는 책자예요. 그 당시에 줌이 없었기 때문에 미사를 성당에서가 아니라 사람들이 성세를 계속 이용할 수 있게 길가에서 성당 밖에서 해야 한다고 이야기를 했습니다. Un petit détail à propos de cet ouvrage, vous voyez là, qui a servi, dans lequel il y a des recettes de parfums, parce qu'on croyait que fabriquer des parfums et les distribuer dans les villes, ça faisait reculer la maladie. Eh bien, vous voyez, ici, il y a une inscription manuscrite qui dit que cet ouvrage, il se trouvait dans l'infirmerie des Clarisses de Reims. Donc, cet ouvrage de ce capucin s'est trouvé être utilisé par des gens extrêmement différents, mais même par des Clarisses de Reims. 그 당시에 사람들이 어떤 향수를 만들면 그리고 그 향수의 냄새가 퍼져나간다면 베스트가 퍼지지 못했다고 생각했었습니다. 그래서 그 책자 안에 그 향수를 효과가 있는 향수를 어떻게 만들 수 있는지 가르쳐 줍니다. 그리고 란스에 있는 클라라 외에 병자실에 책자가 있었던 그 책자를 찾아낸 것으로 미루어서 베스트셀러가 됐다는 걸 알 수 있습니다. Alors, ce qui caractérise les Capucins, ce n'est pas uniquement ce service des pestiférés, mais c'est aussi un autre service tout à fait différent qu'ils vont rendre aux populations, et notamment aux laïcs, c'est leur apprendre à faire oraison mentale. Oraison mentale, c'est prier tout simplement en silence, alors que vous savez qu'à l'époque, les religieux s'attachaient surtout à la prière vocale, chantée durant les offices. Eh bien, les capucins apprennent aux gens à faire oraison mentale, à faire oraison silencieuse. 네. 그 패스트 환자들을 돌봐주는 것 말고도 카푸친 작은 수사들이 무엇을 가르쳐 줬냐면 어떻게 말씀을 통한 기도가 아닌 이게 오레선 멘탈이라고 하는데 이게 묵상 기도, 침묵 기도를 자기 내면 안에 들어가게 해주는 기도를 할 수 있는지 전문가로서 많이 가르쳤습니다. Alors les Capucins eux-mêmes, avant d'être des professeurs d'oraison mentale, eux-mêmes pratiquent l'oraison mentale, c'est une de leurs spécialités. Vous les voyez ici, par exemple, dans cette gravure, vous les voyez dans leur chœur. Ce chœur des religieux capucins qui est spécifique, qui est à l'arrière du maître-autel. Hein, et vous voyez là les frères, ici, qui font à droite, là, qui font oraison mentale dans leur chœur. Ils font ça 2 heures par jour, hein, dont 1 heure juste après l'office de matine, c'est-à-dire après l'office de minuit. Et que les frères se lèvent en pleine nuit, font oraison mentale pendant 1 heure dans une église totalement noire et pas chauffée. 그 그림에 보이는 거는 그 카푸친 수도원 송가대에서 기도를 하는 그 침묵 기도, 그 명상 기도를 하는 그 작은 수자들의 모습입니다. 그리고 이게 자종이 지나고 난 다음에 어두깜깜한 성당에서 송가대에서 이렇게 1시간 동안씩 다 같이 침묵을 지키면서 기도를 하곤 했었습니다. Là, les frères, pour développer l'oraison mentale,
Donc aussi bien au niveau de leur rapport avec les laïcs, mais aussi avec les moniales. Vous avez une assez jolie gravure à gauche, enfin une peinture qui vous représente un capucin qui est en dialogue avec une moniale dans le parloir d'un monastère. Et puis à droite, vous avez un tout petit livre, parce que là il vous apparaît assez grand, mais il est tout petit, et c'est un petit livre qu'on mettait dans la poche et qui est une pratique de l'oraison mentale ou contemplative par un religieux capucin italien, et ces ouvrages ont été traduits en français et ont été répandus, très très vite répandus, beaucoup de ces petits ouvrages, et qui servaient justement aux laïcs pour apprendre les principales composantes de l'oraison mentale. 카푸친 그 작은 수사들이 그 묵상 기도를 수녀님들한테도 그리고 병신도들한테도 면담을 통해서도 그리고 책자를 통해서도 가르쳤습니다. 지금 그 왼쪽에 있는 그림에서 어떤 그 수도원, 그 수녀님 수도원에서 여성 수도원에서 묵상 기도를 가르쳐주고 있는 작은 수사의 모습입니다. 그리고 오른쪽에 있는 거는 이태리의 카푸신 작은 수사가 만들어낸 그 책자예요. 여러 언어로 그 번역돼서 그 묵상 기도를 가르쳐주는 역할을 했습니다. 이게 작은 책자로서 주머니 안에 쉽게 집어넣을 수 있었대요. Par ailleurs, les capucins, mais aussi les autres frères mineurs, hein, les récollets par exemple, vont proposer des exercices spirituels. Vous voyez, les jésuites ne sont pas les seuls à proposer des exercices spirituels. Je sais, ça, je suis payé pour le savoir. D'accord. On proposait des exercices spirituels sur plusieurs journées à partir de textes. Alors là, j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas de François d'Assise, mais c'est surtout de Bonaventure. Hein. C'est des textes de Bonaventure qui servent de base aux exercices spirituels qui sont proposés dans les couvents. Par exemple, on sait que Pierre Bérulle, hein, vous savez, Pierre Bérulle qui a fondé l'oratoire à Paris, eh bien, avant de devenir prêtre, pour savoir ce qu'il allait devenir, pour faire sa retraite un peu d'élection, pour savoir ce qu'il allait devenir, eh bien, il s'enferme pendant quelques jours dans un couvent de capucins et il va suivre une retraite donnée par un capucin. Donc c'est tous ces services-là que les capucins vont proposer non seulement à leurs frères, mais aussi à des catégories de laïcs. Quelqu'un comme Madame Acari, hein, qui a introduit le Carmel réformé en France, eh bien, elle va aussi être guidée par des capucins. 그리고 그 묵상 기도 말고도 영신 소련을 가르쳐 주기도 했습니다. 그 비종의 집에 가서 사람들이 그 영신 소련에 따라서 기도를 며칠 동안 할 수 있었을 뿐만 아니라 그 선택 비종까지도 할 수 있게 그 사람들을 동반해 주었습니다. 그리고 유명한 사람들 중에 베룰, qu'est-ce qu'il a fondé, Bérulle? L'oratoire. 오라토리오란 수도회를 만든 그 베룰, 유명한 그 베룰에게 그분이 뭐 사제 서품을 받기 전에 가푸신 그 동반을 받으면서 그런 식으로 영신 수련에 따라서 비종을 했었고, 그리고 마담 아카리, 이분은 그 Bienheureuse Marie de l'Incarnation, 성녀가 되신 그분이 그 가르멜을 개혁하신 분이에요. 근데 그 가르멜을 개혁하시기 전에 그 가푸신 그 식으로 영신소를 하셨습니다. Donc, les capucins ont donc permis à un public assez large, notamment beaucoup de femmes, de pratiquer la retraite et l'oraison mentale. C'est encore un service que ces filles de Saint-François ont rendu à la société française. Alors, je passe maintenant à une troisième partie de mon exposé sur l'influence sur les tertiaires et grâce aux tertiaires. Aux membres du tiers-ordre. Les tertiaires aux membres.
이게 제소교회에 어떤 영향을 끼쳤는지 그리고 제소교회를 통해서 사회에 어떤 영향을 끼쳤는지에 대해서 이제로부터 말씀드리기 시작하겠습니다. Alors, ces tertiaires existent très vite. On connaît mal, là encore, leur début en France, mais encore une fois, je cite ce chroniqueur extrêmement précieux, Salim Béné. Salim Béné, il nous dit que dans la ville de Hyères, Hyères c'est une ville de Provence, en 1248, on nous dit il demeure là un grand nombre de femmes et d'hommes qui font pénitence chez eux, tout en vivant encore dans le monde. Ce sont des grands dévots des frères mineurs et ils écoutent volontiers la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée par les frères. Eh bien, ce sont typiquement ce qu'on appelle des tertiaires. Hein. L'époque. 1248, milieu du XIIIe siècle. 살림베네, 유명한 살림베네라는 사람을 통해서 우리가 그 전 248경에 이미 그 동남쪽 프랑스에 자리 잡고 있는 이에르시에서 제소교회원들이 있었다는 걸 알 수 있습니다. 그 사람들이 뭐 출가하지 않고도 이게 불교식 표현을 사용해서 죄송하고요. 자가 수행자로서 그 수도 생활을 했었다고 얘기를 해요. Parmi ces pénitents, ces tertiaires, vous savez que très rapidement, vous avez eu certains de ces tertiaires qui ont vécu en communauté et qui sont devenus des sortes de religieuses. Hein. Et aujourd'hui, toutes les sœurs franciscaines qui suivent la règle du tiers-ordre régulier sont issues de ce tiers-ordre. Et au Moyen-Âge, par exemple, ça donne ce qu'on appelle les sœurs grises. Les sœurs grises, ce sont des sœurs qui suivent la règle du tiers-ordre et qui s'occupent des malades, soit à domicile, soit dans des petits hôpitaux. Et là encore, elles sont très populaires, notamment dans le nord de la France, les sœurs grises. 그 제소교회원으로서 사람들이 그 공동체도 이루었대요. 그리고 그 공동체들은 그 본격적인 수도 생활도 그 진화할 수 있었대요. 그 예로서 회색 수녀, sœur grise라고 하는데 그 수녀님들이 그 뿌리는 제소교회의 생활이에요. 제소교회 생활을 하다가 결국은 여럿이서 모아서 그 기도 생활을 하다가 결국은 그 수도 생활을 본격적인 수도 생활을 하기 시작한 사람들이에요. 예로서 회색 수녀님들이고요. 아직도 프랑스 북쪽에 있습니다. 저는 뭐 캐나다 몬트리올에서 태어났는데 캐나다 케벡주에서 상당히 많아요. Il y en a beaucoup au Québec, les sœurs grises. Elles ont eu une influence considérable. 뭐 그건 그렇고 이게 병자들을 돌봐주고 그리고 그 집에 있는 그 병자들의 집을 방문하면서 이런 작은 병원에서 그 환자들을 돌봐주는 역할을 해요. Alors, tous les tertiaires ne deviennent pas des religieux. Hein. Il y a des tertiaires qui restent vraiment des laïcs mariés ou des prêtres séculiers. On connaît mieux leur existence à partir du XVIIe siècle, et à partir de ce XVIIe siècle, on peut estimer qu'à côté de chaque couvent, de cordeliers, de récollets ou de capucins, vous avez très souvent une petite fraternité du tiers-ordre. Hein. À l'époque, on ne parle pas de aujourd'hui, ceux qui sont tertiaires, ils vivent en fraternité, ils ont des fraternités. À cette époque-là, on ne parle pas de fraternité, mais simplement de congrégation, hein, pour le savoir. Et on peut estimer qu'il y a plusieurs milliers de fraternités du tiers-ordre en France au XVIIIe siècle. 그 제소교회에서 사는 사람들은 반드시 수도자가 되는 것은 아니지만 가능성이 있다고 강조하고 계시고요. 그리고 그 당시에 수도원 옆에 자주 제소교회원들이 사는 공동체가 있대요.
그래서 같이 움직였다는 얘기고요. 그리고 et vous avez dit sur le nombre là, vous répétez plusieurs milliers. Et vous donnez une époque là. Au XVIIe, XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle. Des communautés. Oui, oui. C'est pas des communautés, c'est des groupements. Des groupements hein, de gens qui vivent chez eux, hein, mais des fraternités. Voilà, voilà. 그 17세기, 18세기경에 이렇게 같이 힘을 모으면서 재속회원으로서 사는 사람들이 공동체를 이루지 않고, 근데 이거는 뭐 이게 모임을 꾸준히 하면서 수천만 그 모임은 수천만여개 있었다고 얘기를 해요. 그래서 사람은 뭐 수만 명이었다는 얘기죠. 수만 명 이상, 아마 수십만 명이었던 것 같기도 해요. Alors, parmi ces tertiaires, vous en avez une qui me paraît intéressante et célèbre, c'est Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse du roi Louis XIV. Hein, l'épouse du roi Louis XIV, elle est donc tertiaire, elle appartient à la fraternité qui se réunit autour du couvent des Cordeliers de Paris. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, vous voyez, on a gardé l'acte de profession, ou plutôt de renouvellement de profession, mais c'est pareil, de Marie-Thérèse d'Autriche, la femme du roi absolu, du roi soleil, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la signature. Elle signe « Sœur Marie-Thérèse ». Sœur Marie-Thérèse. Je trouve très intéressant que dans une société très hiérarchisée, où il y a une société d'ordre, une société cloisonnée, hein, où chacun a sa place bien précise, eh bien la reine de France, lorsqu'elle devient tertiaire, lorsqu'elle fait profession de tertiaire, elle devient sœur. Je trouve que symboliquement, c'est très intéressant et très important. Elle est au même rang que les autres. Vous voyez, 1669. 1669. 그건 또 기가 막힌 얘기인데, 그 루이스 14세가 그 당시에 뭐 유럽의 가장 절대적인 그 왕이었는데, 부인은 아우스트리아의 마리아 테레사였습니다. 그 재속회원이 됐을 때, 그 자기가 재속회원이 된다는 선언을 했었잖아요. 지금 보이는 거는 바로 이거예요. 근데 그 흥미로운 거는, 아니야, 기가 막힌 거는 서명 어떻게 왕비다, 나는 왕비다라고 쓰지 않고 마리아 테레사 자매라고 썼습니다. 그래서 이게 지극히 높은 루이스 14세의 그 왕비가 나는 뭐 여왕이다라고 하지 않고 나는 그냥 자매다. 상당한 평등주의의 정신을 보여주는 거죠. 그 당시에 사회는 이게 계층이 상당히 많았었어요. 그래서 이렇게 서명하신 거는 엄청나게 진보적인 정신을 보여주는 거죠. Je dis que ça fait preuve d'un esprit, mais d'une ouverture remarquable. C'est ça. Alors, on pourrait se dire, est-ce que ça s'est traduit concrètement dans la vie de la reine? On sait que cette reine a été vraiment tertiaire. C'est son biographe qui était son confesseur franciscain qui a raconté sa vie, et c'est quelqu'un qui manifeste une grande sensibilité. Elle cite, je cite, à l'amour excessif du Fils de Dieu dans les mystères de son incarnation, de son Eucharistie et de sa mort. Elle a donc une grande sa spiritualité a une forte coloration franciscaine. Elle éprouve une grande générosité pour soulager toutes sortes de misères, des familles pauvres, des malades, des agonisants. Elle aspire à communier le plus souvent possible. Elle pratique l'oraison mentale. Elle a une vive conscience d'être qu'une misérable créature remplie de 1000 imperfections. Elle a une vive conscience d'être un vrai néant. Hein. C'est la reine de France qui dit
qui dit à son confesseur qu'elle est un néant. Néant, c'est un rien, quoi, veut dire. C'est intéressant, vous voyez, c'est ce que produit, c'est l'effet que produit la spiritualité franciscaine sur cette femme qui est l'épouse de Louis XIV. 이것도 기가 막힌 얘기네요. 양생 신비에 대한 존경심이 이루 말할 수 없을 정도로 기뻤다고, 그리고 자선을 얼마든지 했었다고, 묵상 기도를 물론 많이 했었고, 그리고 저희 고해 성사 신부님에게 나는 아무것도 아닌 제 투성이다. 난 허무 정도밖에 안 된다라고 계속 얘기를 했었대요. 그래서 이거는 프란시스코 영성의 직접적인 영향임에 틀림없다고 말씀하셨습니다. Alors vous me direz, la reine de France est un cas particulier. Certes, c'est vrai que c'est un cas particulier, mais elle a montré l'exemple à beaucoup d'autres femmes des hautes sociétés des hautes classes de la société qui ont pu faire également profession dans le tiers ordre et également se reconnaître frères ou sœurs de tous. 그래서 물론 이게 예외적인 경우다, 대표성이 전혀 없다고 말씀하시겠지만은 그렇지는 않대요. 왜냐하면 모범이 되셨기 때문에 수많은 사람들은 여왕이 행동하는 방식을 보고 제속 회원이 되기로 귀족의 사회에서 제속 회원이 되기로 마음 먹었대요. Je vais continuer, je vais passer un peu rapidement le fait que je vais passer de Marie-Thérèse, donc la fin du XVIIe siècle, à une autre période des tertiaires, du tiers-ordre, qui est la période très intéressante du catholicisme social, où là, on a vraiment l'impression que par l'entremise du tiers-ordre, par le biais du tiers-ordre et des tertiaires, le franciscanisme va vraiment avoir une influence sur le quotidien presque de la société française. 이제 19세기 말 무렵으로 넘어갑니다. 그때 제숙회를 통해서 프랑스 사회가 전반적으로 영향을 엄청나게 많이 받았다고 하셨습니다. C'est grâce au pape Léon XIII qui était lui-même tertiaire franciscain, que vous savez que c'est le pape de la première grande encyclique sociale, Rerum Novarum de 1891, et il va susciter le réveil des tertiaires français. Il va leur dire, et pas uniquement français, mais ça va s'incarner particulièrement en France, il va leur dire, investissez-vous dans le domaine du social. Et là, on va avoir un certain nombre de personnages qui vont réfléchir aux conditions de vie des ouvriers, qui vont réfléchir à la question de savoir comment les ouvriers peuvent se défendre, hein, les syndicats. Hein. Et il y a en particulier une très belle figure de ces tertiaires, c'est Émile Romanet. Émile Romanet qui était directeur d'usine à Grenoble, et Romanet a imaginé les premières allocations familiales. Autrefois, avant Romanet, au début du XIXe siècle, un ouvrier était payé exactement la même chose quand il était célibataire que lorsqu'il avait 10 enfants. Eh bien, avec Romanet, on invente un système où il va y avoir un salaire, des compensations plus importantes et un salaire plus important pour quelqu'un qui a des enfants. Et ça vient d'un tertiaire. 아시지 프란시스코 탄생, 잠시만요. 지금 여러 가지 말씀을 하셨기, 보통보다 길게 말씀하셨기 때문에 저는 좀 잠시만요. 오케이. 이게 프란시스코의 탄생의 700주년
기념 때 그 당시에 그 교황이셨던 레온 13세, 레오 13세라고 생각하시면 되고요. 그 제속 매원이셨던 그분께서 하나의 회칙을 만드셨어요. Spiccato concessum est. 이거는 제속회를 활성화하기 위한 회칙이었습니다. 그래서 어떤 그 제속회든 프란시스코, 도미니코, 무엇이든 이걸 활성화해야 한다. 제속회가 사회에서 해야 할 역할이 있다. 근데 활성화할 필요가 있다라고 생각하셨고요. 이 다음에 똑같은 교황님께서 1891년에 그 사회적 회칙을 만드셨어요. 이건 레룸 노바룸. 이거는 그 제속회원들을 일깨워주는 힘이 있었어요. 사회에서 어떤 역할을 해야 한다고. 그리고 굉장히 자격제의 역할을 했었다라고 생각하시면 돼요. 이거는. 그 다음에 구체적인 예를 지금 하나 해주셨는데 프랑스 사람 에밀리오 로마네트이라는 사람이 그르노블, 아까 어떤 그 산 중턱에 자리 잡고 있는 그 석굴 보여드렸잖아요. 그 도시에서 나온 그 도시에서 사는 에밀 로마네가 그 가족 수당의 개념을 만드셨어요. 그 당시에 공장에서 일하는 사람이 독신 생활을 하든 그 10명의 그 자녀, 저 자식을 먹어야 하는 사람이든 수당이 그 월급이 똑같았습니다. 그래서 이거는 불균형적이다. 어깨가 무겁기 때문에 가족 수당을 주어야 한다고 주장했고, 그리고 실시하기 시작했습니다. 프랑스 사회에서요. À la fin, oui. À la fin du 19e siècle, donc les frères, enfin, les tertiaires, donc inspirés par François d'Assise, inspirés par sans doute leurs règles, ont participé à l'élaboration d'une première législation sociale en France. Hein. Et c'est très important parce que je crois que cette législation sociale, après, elle va se diffuser dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est vrai que sans être trop suffisant, sans être trop montrer il est certain que la France, sur le plan de la législation sociale, a exercé une certaine influence en France, en Europe, pardon. Je commence à fatiguer. Moi aussi, ne vous en faites pas, c'est normal. C'est normal. À la fin du 19e siècle, les tertiaires sont très présents dans certaines villes ouvrières du nord de la France. En juin 1897, on peut lire dans le registre de la Fraternité des hommes de Roubaix, nous comptons des tertiaires dans 102 usines et les enfants de Saint-François sont à la tête de toutes les œuvres catholiques de la ville. Roubaix, à la fin du 19e siècle, c'est une grande ville ouvrière avec beaucoup d'industries, en particulier de l'industrie du tissu, hein, du coton. Hein. Il y a énormément d'industries. Et dans ces industries, les frères du tiers-ordre sont extrêmement présents, hein, et vont participer à l'humanisation des conditions de travail. 네, 핵심이 뭐냐면 구체적인 예를 통해서 설명해 드린다면 더욱더 명확하실 것 같아요. 프랑스 북쪽에 자리 잡고 있는 그 큰 도시 중에 하나는 르베라고 해요. 그 19세기 말 무렵에 그 도시에서 공장이 상당히 많았었습니다. 그리고 102개 그 공장에서 제속회들이 활동하고 있었습니다. 그만큼 그 노동자들의 그 세계를 제속회원들이 침투하고 있었다는 거죠. 제속회원들이 사회복지를 만드는데, 강화하는데, 그리고 그 노동자들의 그 권리를 보장하는 그 법을 만드는데, 그리고 노동조합을 만드는데 지대한 영향을 끼쳤다고 말씀하셨습니다. Au début du XXe siècle, le pape Pie X
qui était lui-même tertiaire. Hein. On peut dire que toute la série des papes, depuis au XIXe siècle et jusqu'à Jean XXIII qui était on peut écrire toute la vie de Jean XXIII par ses relations avec les frères mineurs. Hein. Il était très très proche des frères mineurs et très conscient d'être tertiaire. Donc tous les papes sont tertiaires à cette époque, et donc le pape Pie X, lui, va vouloir limiter l'action sociale du tiers-ordre et lui redonner une vocation plus strictement spirituelle. Néanmoins, par la suite, de nombreux tertiaires se sont engagés à titre individuel dans ce que l'on a appelé le catholicisme social. Hein, et ils ont ainsi contribué à l'élaboration de la doctrine sociale de l'Église et au développement de la législation sociale en Europe. 왠지 설명해 주지는 않으셨어요. Il faudra que vous expliquiez pourquoi Pie X a mis le frein. Ça, c'est une question que vous posez, hein. Pas maintenant, hein. Oui, mais d'accord. 네. 비오 10세는 세속외의 사회적 활동을 통제하려고 했었고, 그래서 중재에 섰습니다. 이게 좀 더 영성생활을 열심히 해라. 그 사회적 활동을 좀 그만해라. 이유가 뭔지 말씀하지는 않으셨습니다. 근데 질문을 좀 해드려야 할 것 같고요. 그 다음에 비오 10세는 세속외원이셨음에도 불구하고 그 사회적인 활동을 줄이기로 결정하셨습니다. 그 다음에 요한 바울로 23세도 세속외원이셨다고 얘기를 해요. 그 당시에 역대 교황님들은 전부 다 세속외원이셨다고 얘기를 하셨습니다. 그리고 비오 10세 교황님께서 사회적 활동을 중재하려고 하셨음에도 불구하고 어떤 세속외원들은 사회적인 활동을 계속했었고, 그리고 교회의 사회에 대한 가르침을 발전시키는데 앞장서서 주도적인 역할을 했었다고 말씀하셨습니다. Donc j'ai parcouru très rapidement, hein, évidemment très rapidement, on pourrait avoir de multiples étapes plus précises, ces 8 siècles du mouvement franciscain en France, et on peut se reposer la question qui nous réunissait, est-ce que le franciscanisme a eu une réelle influence sur la société française? Alors, on a évoqué l'impact sur le roi Saint-Louis, sur tous les laïcs qui, grâce aux Capucins, ont appris à faire oraison mentale, ou encore ces patrons chrétiens de la fin du XIXe siècle qui ont cherché à améliorer le sort de leurs ouvriers. Mais au-delà, cet impact s'est-il transformé en une influence sur toute la société, un changement dans les comportements? Ce n'est pas certain. Et l'occidental que je suis, immergé dans une société post-chrétienne, a peut-être du mal à mettre en évidence cette influence. Alors pour conclure, je voudrais évoquer 2 points de nature très différente. Alors je vous laisse d'abord dire ça, puis 이제 매점 말로 넘어가기 시작하셨고요. 우리가 800년 동안에 아시지 프란시스코 성인의 영성이 어떤 영향을 프랑스 사회에 끼쳤는지에 대해서 알아보려고 얘기를 하셨습니다. 근데 전반적인 영향이었는지 아니었는지 이게 여전히 좀 정확하게 말씀드리기가 어렵다고 말씀하셨습니다. Je dis ça demeure difficile de conclure. Oui, bien sûr. 이게 결론 내는 거는 어렵다고 계속 말씀하니까 오늘 오전에도 이렇게 말씀하셨고요. Je voudrais terminer sur 2 points très différents, mais qui me paraissent importants à bien comprendre et de vous dire. Si le franciscanisme a eu un impact sur la société française, c'est aussi au travers des paysages, de sa langue et de ses mots. Les couvents et monastères franciscains
sont encore aujourd'hui très nombreux. Oui, j'ai 5 minutes, je termine. Sont encore très nombreux et très présents dans nos villes. Beaucoup n'ont pas été détruits, dans 5 minutes. Beaucoup n'ont pas été détruits ou complètement détruits après la Révolution. Il subsiste de très nombreux vestiges franciscains. On peut visiter Paris aujourd'hui, on peut visiter Paris en suivant des couvents, des anciens couvents franciscains ou des ruines de couvents franciscains. Nos musées sont remplis d'œuvres d'art qui évoquent François, les saints franciscains, l'iconographie franciscaine. Dans n'importe quel musée en France, on va pouvoir trouver de l'iconographie franciscaine. allez-y. 이게 저는 대한 불교 조계종을 생각하면서 동력해드리겠습니다. 이게 그 사찰, 암자, 가람이 상당히 많듯이 프랑스에 가신다면 많은 거는 프란시스코의 수도원, 이게 상대가 좁거나 유적지로 남아있는 것들은 도저에 다 있습니다. 너무나 많아요. 파리에 가신다면 프란시스코 외와 연관이 되는 파리를 방문할 수 있습니다. 프란시스코의 영성을 통해서 파리의 관광을 할 수 있으시다고 말씀하시고요. 그리고 박물관에 가신다면 그 프란시스코의 영성과 연관이 되는 예술품은 부지기수라고 말씀하셨습니다. Vous voyez un exemple, un tout petit exemple. Vous voyez, à Évreux, c'est une petite ville qui est près de Paris. Eh bien, le couvent des Capucins existe toujours et c'est le conservatoire de musique. Bon, je passe. Voilà. Encore un aspect encore plus inattendu, c'est de montrer, c'est que par exemple, vous avez dans la nourriture des noms de fromages qui portent qui s'appellent le capucin gourmand, les deux capucins, etc. Là aussi, ça fait partie de l'influence. 프랑스의 에브르라는 작은 도시, 파리 근처에 있는 작은 도시에 가신다면 수도원이 그 도시의 음악학과가 되었습니다. 수도원이 살아있지만 음악학과로서요. 그 다음에 프랑스 음식 문화, 미식가의 문화와 연관이 됩니다. 그래서 작은 수사의 이름을 가진 치즈 종류가 프랑스 사람들이 치즈를 엄청나게 많이 먹습니다. 근데 치즈 문화가 연관이 되는 프란시스코 형성이 많습니다. 보세요. Je voudrais juste terminer par un point, un dernier point pour terminer. On parle d'influence, mais parfois des frères se sont retrouvés complètement seuls face à une société et on a l'impression qu'ils n'ont pas eu du tout d'influence à l'époque où ils vivaient. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de Épiphane de Moirans. C'est un capucin qui, au XVIIe siècle, s'est opposé à l'esclavage. Eh bien, ce capucin, il a été arrêté, il a été mis en prison, il a été exilé, et je termine là-dessus. Mais c'est montrer que l'influence d'Épiphane de Moirans, elle n'a pas eu lieu au moment où vivait Épiphane de Moirans. N'empêche que Épiphane de Moirans, il a joué un rôle dans la conscience occidentale pour montrer que l'esclavage était contraire à l'Évangile. Mais à l'époque, Épiphane de Moirans était tout seul à le dire. Et malheureusement, il faut savoir que les Capucins, comme les franciscains, en Amérique du Sud, par exemple, ont eu des esclaves. C'est la réalité, il faut l'accepter. Heureusement, et c'est l'honneur des frères, qu'il y a eu quelques Épiphanes de Moirans qui ont combattu l'esclavage. Ils étaient très peu nombreux, mais c'est l'honneur des frères qu'ils aient existé. Et je voulais terminer sur cette figure d'Épiphane de Moirans, c'est-à-dire un frère qui n'a eu aucune influence et qui pourtant a, je dirais, a sauvé l'honneur
de vos frères, hein, et qui a fait évoluer avec d'autres, avec des protestants, avec des tas de gens qui ont lutté contre l'esclavage, mais qui ont fait évoluer, heureusement, notre société pour considérer que l'esclavage est contraire, absolument contraire à la vie évangélique. 네. Excusez-moi, c'était long. parfait. 이게 결론이 상당히 충격적입니다. 자견 수사들이 노예 제도를 반대하지는 않았습니다. 99.999는 받아들였어요. 노예를 뿌려도 괜찮다고 생각했었고, 다만 그걸 합리화하기 위해서 우리는 다른 그 노예의 주인보다 우리 노예들한테 잘해준다라는 얘기를 하면서도 파라다임을 바꾸지는 않았었습니다. 그러나 17세기 에피파노 드 모아랑라는 그 자균 수사님이 이게 귀아나에 가서 베네수엘라에 가서 이게 아니다라는 확신감을 가지기 시작했고, 그리고 그 고에소에서 노예를 뿌리는 주인들에게 나는 사제경을 외워줄 수 없다라고 얘기를 했습니다. 너의 그 노예들을 자유인으로 만들어야 하려니와 월급을 마땅히 주어야 한다라고 얘기를 했고, 그러나 이 사람을 그 법원에 끌어가고 에피산드만은 자기는 수사 이게 불법적이다, 말이 안 되다, 추방시켰어요. 얘기가 길어지기 전에 결국은 아무도 모르는 그 사람으로서 이렇게 그 귀양살이를 하다시피 하면서 인생의 마감을 했습니다. 그 당시에 영향을 끼칠 수 없었던 것처럼 보이고, 그 적대시만 그 적대시를 적대시한 사람이 됐었고, 완전한 고독 속에 빠져서 인생을 보내야 했었지만, 근데 그 수도의 명예를 예외적인 그 자균 수사로서 살려주는 역할을 하고 있음에 틀림없다고 말씀하셨습니다. 제수만의 에피파노 드 모아랑라는 자균 수사가 이게 노예 제도는 있을 수 없는 일이라고 주장했기 때문에 체면을 살릴 수 있다고 말씀하셨습니다.